Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un bilan de l'année 2025 en sachant que à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 21 décembre. Donc l'année n'est pas tout à fait terminée pour moi à l'heure actuelle, mais je suis dans des bonnes conditions pour vous tourner une vidéo, donc c'était l'occasion de me poser et de pouvoir tourner ça. Comme chaque année, je me suis un petit peu amusée à passer en revue les différentes lectures que j'ai faites durant cette année 2025 et évidemment de créer mon petit top et puis le petit flop évidemment. Je commencerai par dire que ça a été un petit peu l'année du renouveau puisque on va dire que l'année 2024 a été un petit peu catastrophique d'un point de vue lecture. J'ai très peu lu, je n'ai pas eu de lecture qui m'ait marquée très intensément. L'année 2023 avant elle avait très bien démarré et avait plutôt mal terminé. On va dire que les 6 premiers mois avaient été une excellente année de lecture et les 6 derniers mois une catastrophe monumentale. Après 1 an et demi d'une dynamique de lecture assez fluctuante et on va dire majoritairement catastrophique, ça faisait du bien d'avoir à nouveau une année de lecture dans laquelle j'ai eu l'impression de faire de très très belles découvertes et puis de retrouver un certain rythme de lecture. Alors clairement, on n'est pas sur des performances de lecture comme je pouvais avoir en 2020-2022 par exemple, qui avaient été d'assez bonnes années de lecture en termes de nombre et aussi de qualité par la force des choses. Je suis à 65 livres terminés, en sachant que dans ces 65 livres, ça comprend les romans mais aussi les graphiques. D'après Livre Addict, j'ai lu 50 romans depuis le début de l'année. Donc le reste, les 15 autres lectures sont donc soit des mangas, soit des bandes dessinées, soit des albums évidemment. Ce qui est assez étonnant par rapport aux années précédentes, et je crois que je viens de prendre un coup de vieux en fait, c'est de remarquer que, vous savez maintenant sur Livre Addict, alors si vous êtes sur Livre Addict évidemment, sinon vous ne pouvez pas savoir, mais il y a désormais des étiquettes sur chacun des livres qui les orientent par lectorat. Donc par là j'entends lectorat adulte, lectorat young adulte, lectorat jeunesse. Pour la première fois je pense de ma vie, mon top lecture par lectorat, c'est le lectorat adulte. Donc si j'en crois la classification de Livre Addict, j'aurais lu 27 lectures qui sont classifiées en adulte parmi donc les 65 de cette année, suivies de 22 en young adulte. C'est assez intéressant. La deuxième statistique que je vois sur mon Livre Addict est elle aussi assez intéressante. Le top genre de l'année 2025, c'est le contemporain. Bon, suivi de très près par la fantasy, puisque je suis à 15 contemporains et 14 fantasy. Et puis 7 de science-fiction, c'est assez peu, je pensais en avoir lu plus que ça. Bref, c'est assez intéressant de regarder ça sans vraiment avoir préparé tout ça, parce que je trouve que ça vient tout à fait redéfinir ce que je vous disais au début de la vidéo, qui était que l'année 2025 avait été une année de renouveau d'un point de vue de lecture. Clairement, ces chiffres le confirment. Et en même temps, c'est vrai que si je réfléchis, j'ai eu effectivement des lectures qu'on peut plus classifier en lecture adulte, avec ce que ça comprend évidemment. J'ai pas fait la moyenne du nombre de pages lues, mais ce serait intéressant de la faire parce que j'ai l'impression d'avoir lu quand même des livres assez gros cette année. Donc 24 840 pages d'après Livre Addict, encore une fois. Je suis quand même à une moyenne de 382 pages par lecture, sachant que j'ai compris les graphiques dans le calcul. Donc 15 graphiques sur les 65, ça fait quand même baisser la moyenne, ça veut dire que les romans ont été de manière générale assez gros je pense. Bref, c'est très intéressant tout ça, et j'ai envie que l'année 2026 continue sur cette lancée, que je puisse continuer à lire autant qu'en cette fin d'année notamment, parce que j'ai beaucoup lu en septembre, octobre, novembre notamment. Enfin, ça a commencé au mois d'août, pendant mes vacances, et ensuite ça a bien continué. Je crois que le mois où j'ai le plus lu c'est septembre ou novembre, je ne sais plus. En tout cas, c'est dans les derniers mois de l'année. Donc j'espère que 2026 va continuer sur cette lancée. Je vous avais fait un bilan au mois de juillet concernant le bilan de mi-année 2025. Donc il y a forcément des titres qui vont revenir dans cette vidéo, des titres dont je vous ai déjà parlé en juillet qui vont ressortir maintenant, parce que mon top 10 de l'année n'est pas constitué uniquement de livres que j'ai lus dans la deuxième moitié de l'année, loin s'en faut, mais c'est aussi l'occasion pour moi de revenir sur ces titres qui ont marqué mon année. Je n'ai pas été très active sur YouTube cette année,
mais ça n'avait pas non plus été le cas en 2024, ni fin 2023. En fait, mon activité sur YouTube est assez corrélée avec mon activité de lectrice, évidemment, puisque si je lis beaucoup, j'ai envie de beaucoup plus partager, et donc j'ai envie de faire du contenu. Néanmoins, j'ai quand même ressenti un peu plus le besoin en cette fin d'année de refaire des vidéos. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai retourné un petit peu en août-septembre, et puis que j'ai envie de tourner aujourd'hui. Je vous propose de passer sur le top 10 de l'année 2025. J'ai réussi à faire un top 10. Je précise quand même que j'ai rassemblé les sagas. C'est-à-dire que quand il y a une saga dont j'ai lu tous les tomes au cours de l'année 2025, je les ai rassemblés en un seul et même titre, parce que sinon ils auraient occupé l'intégralité du top, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors j'ai essayé de les classer dans l'ordre, donc je vais commencer par le top 10 et je terminerai par le top 1. Ça reste assez subjectif, oui, c'est un petit peu le but de la vidéo, vous me direz. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que si j'avais essayé de réfléchir à ce top demain, après-demain, dans une semaine, je n'aurais peut-être pas mis les livres dans le même ordre. Ça n'a pas beaucoup d'impact, mais en tout cas j'ai essayé de réfléchir en termes d'émotions qu'ils m'ont procuré, en termes de complexité de lecture, de qualité, que ce soit d'intrigue, de personnages, d'écriture. Tout ça c'est ce qui constitue pour moi les axes les plus intéressants pour déterminer ce top. Donc c'est parti. À la 10e place, j'avais envie de vous parler d'un livre que j'ai mis très longtemps à lire et pourtant, ce n'est pas faute de l'avoir apprécié, de toute évidence. Il s'agit de La vie en turquoise de Élise Giraudot, que j'ai dans cette très belle édition collector qui n'existe plus, je suis désolée de vous l'apprendre. Néanmoins, ce livre est ressorti en poche cette année chez Solaire, le label young adulte des éditions Erol. Je suis très contente de voir qu'il a la possibilité de s'ouvrir à un nouveau lectorat et d'être de plus en plus populaire, parce que je le vois partout en librairie et je trouve ça génial. Par contre, ce qu'il est un petit peu moins génial, c'est l'histoire. En fait, dans ce roman, c'est une histoire très touchante, mais aussi très dure, d'autant plus qu'elle est tirée d'une histoire vraie. Dans cette histoire, on va suivre deux sœurs, Ellie et Louise. Donc Ellie c'est la grande sœur, Louise la petite. Tout ce roman va retracer le parcours de Louise contre la maladie. Louise va être diagnostiquée très jeune, à 21 ans ou 22 ans, d'un cancer rare des ovaires. Et à travers ce roman, on va suivre toute l'épopée de sa maladie, donc que ce soit dans les traitements médicaux, dans le rapport avec sa famille, le rapport aux autres de manière générale, le combat médical que ça représente, à quel point on peut être démuni dans cette situation. On a aussi le point de vue d'Ellie, qui se retrouve elle aussi dans une situation qui est très difficile, très douloureuse. J'ai apprécié avoir ces deux points de vue dans ce roman, à la fois le point de vue de la malade et à la fois le point de vue de l'aidante. C'est un roman donc qui est tiré d'une histoire vraie, puisque l'autrice a vécu cette histoire. Alors évidemment c'est romancé, il y a certaines choses qui ne sont pas exactement comme elles se sont passées dans la vraie vie, entre guillemets, mais l'intrigue de base est une histoire vraie. Et je pense que dans le témoignage qu'elle fait de la maladie et du traitement des malades, c'est très proche de la réalité, évidemment. C'est donc un roman qui est dur, mais qui est, je pense, très important pour comprendre plein de choses, pour se poser les bonnes questions aussi. Il est très bien écrit. C'est un roman qui a été, alors pas coécrit avec Louise, mais Louise a quand même participé, entre guillemets, à l'écriture de ce roman. J'ai eu la chance de rencontrer Élise Giraudot au salon de Montreuil début décembre. Je lui ai fait dédicacer un autre de ses romans que j'ai également lu cette année, qui s'appelle Juste une fille, que je vous recommande également, qui était très très bien, et lui aussi très réaliste. Croyez-en mon expérience. Donc c'est une très belle découverte de cette année, cette autrice, et je suis ravie d'avoir pu enfin découvrir ce roman que j'avais dans ma pile à lire depuis peut-être 1 ou 2 ans. Donc je vous le recommande vraiment, d'autant plus que, comme je vous le disais, il est sorti en poche, donc vous n'avez aucune excuse. Ensuite, dans mon classement, alors encore une fois, j'ai beaucoup réfléchi sur à quelle place je mettais quel livre. Celui-là, clairement, c'est pour les émotions qu'il m'a fait ressentir, le fait que j'ai réussi à le dévorer en une seule journée. C'était le 1er juin, je m'en souviens très très bien. Il s'agit de La mélancolie des sauterelles de Lilibelle de Cholet. Lilibelle de Cholet, c'est également une très très belle découverte de 2025. Je la suis désormais sur les réseaux sociaux et j'adore suivre son parcours d'autrice. Et j'ai trop hâte de découvrir ses autres romans, sachant que j'ai lu également Le bleu des souvenirs d'été, qui a été également une excellente lecture. J'aurais pu le mettre à la place de La mélancolie des sauterelles, mais je pense que celui-ci m'a laissé une empreinte un petit peu plus forte parce que c'est le premier que j'ai lu d'elle et que je pense qu'il a ce côté extrêmement prenant qui fait qu'on ne peut pas l'arrêter, qu'on est obligé de le terminer d'une traite.
Dans ce roman, on va suivre un jeune homme qui retourne dans la maison dans laquelle il a vécu quand il était plus jeune. Il y retourne, je ne sais plus combien d'années plus tard, mais quelques années plus tard. Et à travers le prisme de ses souvenirs, on va remonter le temps et essayer de comprendre pourquoi il n'habite plus dans cette maison. Il y a eu un événement déclencheur à leur déménagement, à ses parents et lui. Et en fait, on va découvrir tout ça, cette fois-ci par le prisme de son amitié avec ses voisines, une famille avec 4 enfants, avec qui il va se lier d'amitié. Avec chacun des enfants, il va lier une amitié différente, il va avoir une relation différente, et on va comprendre que, évidemment, cette famille-là a un rapport avec ce qui s'est passé. C'est un roman que j'ai adoré, évidemment, s'il est là. Il est lui aussi assez dur, mais très beau. Il dénonce certaines choses, je trouve. C'était une conclusion à laquelle je m'attendais pas forcément. La résolution est assez inattendue, en tout cas. Moi, je l'avais pas forcément deviné dans ces termes-là. Je trouve que Lily-Belle de Cholet a cette capacité à nous embarquer avec certains éléments pour nous faire croire à certaines choses, et finalement, la conclusion n'est pas tout à fait celle à laquelle on s'attend. C'est un roman qui est assez court. C'est d'ailleurs le super pouvoir de Lily-Belle de Cholet. Elle est capable de nous emporter dans des récits avec beaucoup d'émotions, avec mine de rien des récits qui sont assez courts, et ça je trouve ça assez fort. Bref, j'ai vraiment un super bon souvenir de ce roman, je vous le recommande et j'ai hâte de découvrir les autres titres de Lily-Belle de Cholet. Ensuite je vous présente une lecture que j'ai terminée hier soir, donc il était vraiment temps que je tourne cette vidéo a priori. Il s'agit de The Will of the Many de James Islington, que j'ai lu, écouté plus particulièrement, en version originale, donc en anglais. J'ai mis quand même 1 mois et demi à en venir à bout, c'est une énorme pavasse, mais j'en ressors absolument ravie, c'était une excellente lecture. Dans ce roman, on va suivre Vis, qui est un jeune homme de 17 ans. On comprend dès le début du récit qu'il a fui quelque chose. En fait, il est héritier d'une contrée qui a été colonisée par une autre contrée, et cette contrée-là, justement, qui les a colonisées, elle a colonisé toutes les terres alentour, et elle assoit une puissance qui est indéniable sur une très très large zone géographique autour d'eux. Cette contrée, elle a une force. La société est organisée selon une hiérarchie très particulière qui fait que, en fonction de la classe des gens, ils doivent céder de leur volonté à quelqu'un de plus gradé qu'eux. La personne qui est plus gradée qu'eux va en ressortir des pouvoirs décuplés. Plus on avance dans la hiérarchie, plus les gens haut gradés auront de personnes qui leur céderont de la volonté. Alors du coup, il y a 8 classes. La 8e classe est celle qui cède, mais qui n'a pas la possibilité de recevoir de volonté. La 7e classe reçoit de la volonté, mais de très peu de personnes, et plus on monte les échelons, plus on arrive sur des personnalités qui reçoivent énormément de volonté et qui ont donc des pouvoirs particulièrement décuplés. Donc dans cet univers, on a une place très importante qui est donnée au pouvoir politique, à l'élite académique, et on va le voir très rapidement puisque Vis, au tout début du récit, il est dans un orphelinat puisque, comme je vous le disais, il a fui sa contrée, sa famille a été assassinée lors de cette étape de colonisation. Donc il a atterri dans un orphelinat, il se fait discret, il ne faut pas que les gens qui l'entourent découvrent qui il est vraiment. Il travaille dans une prison à côté, il participe également à des combats clandestins, et il va être repéré par un homme qui va venir l'adopter, qui va vouloir se servir de lui et de ses compétences dont il ne sait pas vraiment d'où elles viennent puisqu'il ne sait pas qu'il a été élevé comme un prince. Et cet homme va donc vouloir profiter de toutes ses capacités qu'il a, en l'envoyant dans la fameuse grande académie, la plus grande académie du pays, dans laquelle il va lui demander de résoudre le meurtre de son frère. Donc à partir de là, on va suivre Vis, rentrer à l'académie, gravir les échelons, naviguer dans les flots très sournois de la politique. C'est un texte qui est très complexe, l'expliquer d'ailleurs n'est pas si facile. Les personnages sont très attachants, très intéressants, je trouve qu'il y a une vraie construction de l'univers de manière générale et des personnages également. La seule chose que je reprocherais à ce livre, c'est que j'ai l'impression que Vis est un petit peu trop fort pour tout ce qu'il fait. Il ne lui arrive pas souvent des malheurs alors qu'il se met très souvent dans des situations très très risquées, et il réussit énormément ce qu'il entreprend également. Mais ça fait un petit peu partie aussi de ce cliché du héros élu, du héros qui va sauver le monde. Donc on les aime bien, mine de rien, ces petits héros, on a l'habitude de les voir en fantasy. Ça n'empêche que c'est un roman qui nécessite vraiment beaucoup de concentration, donc je l'ai lu en anglais.
En termes de niveau d'anglais, je l'ai trouvé en dessous de The Poppy War de R.F. Kuang que j'avais lu l'année dernière, mais c'est pas un texte qui est très accessible non plus. Alors, j'éprouve toujours une petite fierté personnelle à l'idée de réussir à lire ce genre de livre dans leur version originale, et puis ça m'apporte toujours un petit plus dans mon appréciation des récits. Un très bon premier tome, j'ai très envie de découvrir la suite, c'est la raison pour laquelle je vais donc enchaîner avec le tome 2, toujours en audio, toujours en anglais. Je l'ai pas encore vu beaucoup passer sur les réseaux francophones, mais n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et s'il vous a plu. En tout cas, je ne peux que vous le recommander si jamais vous ne l'avez pas encore découvert. À la 7ème place, on retrouve la grande, l'unique, l'inclassable Christelle Dabos avec Nous. Nous, ça a été ma première lecture de l'année. Et d'ailleurs, je crois que c'était ma seule lecture du mois de janvier. Je vous en ai déjà parlé dans mon bilan du mois de juillet. C'est un roman qui m'a surprise, déjà dans un premier temps. Je trouve que Christelle Dabos, elle a vraiment ce talent pour nous proposer des choses auxquelles on ne s'attend pas. Elle l'avait fait également avec son précédent roman, Ici et seulement ici, qui d'ailleurs n'a pas forcément convaincu tout le monde, mais je trouve qu'elle va là où on ne l'attend pas forcément. Avec Nous, là pour le coup elle a réussi à convaincre un peu plus de lecteurs je crois, mais c'est pareil, elle va quelque part là où on ne l'attend pas. Encore une fois, je trouve qu'elle a cette capacité à insuffler des ambiances dans ses romans qui sont absolument grandioses. Dans celui-ci, on se retrouve dans un monde qui est un petit peu inclassable, ambiance années 80, science-fiction, un petit peu dystopique, un petit peu de fantaisie aussi. C'est assez difficile de savoir dans quel genre il se trouve vraiment. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce roman, il est un petit peu découpé en 2 parties. On va suivre notamment 2 personnages, Goliath et Claire, qui font partie d'une société dans laquelle les gens sont littéralement mis dans des cases. Ils sont marqués à un certain moment de leur vie et ils intègrent des castes. Ces castes, elles sont régies par une seule chose, l'instinct. On part du principe que dans cette société, chaque personne, chaque humain possède un instinct qui régit tous ses choix, toute sa vie finalement. Donc typiquement, Goliath est un protecteur, donc son instinct premier c'est de protéger, tandis que Claire est une confidente, et donc son instinct à elle c'est d'écouter les autres. Sauf que dans cette société où tout est régi, tout est huilé de cette manière, dès qu'on sort de la case dans laquelle on a été mis, eh bien ça fait des vagues. Il est tellement original, il sort tellement de tout ce qu'on peut voir à côté, que je pense qu'il faut se lancer dedans sans avoir d'attente d'un point de vue de l'intrigue, parce que de toute manière, elle va forcément vous entraîner vers quelque chose que vous n'aurez pas anticipé. C'est un roman qui interroge sur la notion du commun, de la collectivité et à la fois de l'individu. Dans cette société, par exemple, tous les actes héroïques sont récompensés. Plus vous sauvez des vies et plus vous gravissez les échelons de cette société, de cette hiérarchie. Clairement, Goliath, typiquement dans le roman, son but dans la vie, c'est de gravir les échelons, de sauver autant de vies que possible. En tant que protecteur, ça pourrait s'expliquer. Bref, j'ai adoré ce roman, d'en reparler, ça me donne envie de le relire, parce que vraiment, je suis sûre que j'ai déjà oublié plein de choses. Ce roman ne fait que confirmer le fait qu'à mon sens, je pourrais lire 1000 romans et savoir exactement lequel parmi les 1000 a été écrit par Christelle Dabos, tellement son écriture est incomparable. Donc voilà, j'adore Christelle Dabos, ce n'est pas une nouveauté, mais clairement avec Nous, elle m'a vraiment convaincue. Ensuite, on va partir sur une lecture dont je ne vous ai à mon avis pas encore parlé. Je suis ravie d'avoir également pu rencontrer l'autrice cette année à un salon à Saint-Malo au mois de juin. C'est un roman qui, un petit peu à la manière de nous emporte vers des contrées qu'on n'imagine pas forcément, une intrigue extrêmement originale. Je veux vous parler évidemment de Aatea de Anouk Faure. Alors là, en termes de résumé, je vais avoir beaucoup de mal à vous en dire beaucoup, parce que je pense dans un premier temps que c'est un roman dans lequel il faut se lancer sans trop en savoir. Il faut essayer de comprendre un petit peu l'univers. Honnêtement, au tout début du roman, je ne comprenais rien. Voilà, je me disais, mais je suis bête, c'est pas possible, je ne comprends rien de ce qui se passe dans ce roman. Et en fait, au fur et à mesure, on comprend un petit peu plus le world building, parce qu'il est intrinsèquement lié à l'évolution du personnage principal. Dans les grandes lignes, on est dans un univers qui physiquement est très difficile à s'imaginer, je trouve, où des îles naissent et prennent racine sur une base commune. Et si cette base commune n'existe pas, alors l'île n'est pas viable. Et il faut que tous les habitants naissent dessus pour pouvoir prendre racine également avec elle et pouvoir survivre en son sein. Sauf que notre personnage principal, malheureusement, il naît un peu au mauvais endroit, au mauvais moment.
L'île sur laquelle sa mère veut prendre racine naît quelques temps après qu'il soit né, quelques minutes, quelques heures, et il n'est donc pas né enraciné sur l'île, et il n'a donc aucune possibilité de vivre en son sein. Même mon explication n'est pas claire parce que ce roman est trop complexe. Bref, comme je vous l'ai dit, de toute façon, c'est un roman qui, à mon sens, se découvre par lui-même et pas par un résumé. En tout cas, ce que je peux vous en dire, c'est que le personnage principal va donc plutôt vivre sa vie en dehors de l'île, donc plutôt sur les flots, c'est un navigateur. Et ce que j'ai trouvé particulièrement beau dans ce roman, c'est toutes les relations qu'il va lier en dehors de sa famille, puisque sa famille, malheureusement, ils peuvent pas vraiment vivre avec lui, donc c'est assez difficile, il se sent en marge de la société, littéralement. Et donc il va finalement notamment rencontrer une petite fille qui va devenir comme sa propre fille, donc un found family absolument incroyable. Ça va questionner beaucoup de choses, ça va questionner notamment l'impact de l'homme sur la nature. C'est brillamment fait parce que, comme je vous le disais, c'est dans un univers qui est extrêmement original, donc très loin de notre propre monde, mais qui mine de rien résonne quand même beaucoup des problématiques de notre société. Je vous encourage à découvrir ce roman qui peut avoir l'air difficile d'accès. Il l'est en fait, d'une certaine manière. J'ai pas envie de vous faire peur, mais il l'est quand même un petit peu. Je pense néanmoins qu'il faut se lancer dedans, quitte à ne pas comprendre au début, se laisser imprégner par l'ambiance et au fur et à mesure comprendre un petit peu tout ce que Anouk Faure a voulu raconter à travers ce récit. C'est beau, c'est vraiment très beau, c'est intelligent, très très intelligent. J'ai trouvé que l'écriture était absolument incroyable, je vous le recommande à 1000%. Et je parle beaucoup trop comme d'habitude. Ensuite, à la 5e place, oui c'est ça, à la 5e place, on rentre dans le top 5. Le roman dont je vais vous parler maintenant, c'est un roman que j'ai également lu au début de l'année, en février, et je vous en ai déjà parlé dans la vidéo du mois de juillet. Je veux vous parler de Jacaranda de Gaël Faye, que j'ai trouvé grandiose, évidemment. Comme je vous l'expliquais au mois de juillet, Gaël Faye, c'était avant tout un artiste que j'apprécie énormément. Actuellement, dans ma voiture, tourne un CD de Gaël Faye depuis 2 mois. J'ai un petit problème avec les CD dans ma voiture, je les laisse tourner très 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 longtemps jusqu'à ce que je connaisse les chansons par cœur. Ce qui n'est pas encore le cas du CD de Gaël Faye, parce qu'il a cette capacité à écrire des textes tellement forts, avec une plume tellement incisive que je n'arrive pas à les apprendre par cœur, en tout cas pas au bout de 2 mois, de toute évidence. Bref, tout ça pour dire que c'est un artiste à la base que j'apprécie énormément. J'avais déjà lu Petit Pays, que j'avais beaucoup apprécié, mais je trouve que celui-là est encore un cran dessus en termes d'émotion, de plume, de ce qu'il revendique. Un petit peu à la manière d'Aatea, j'ai pas envie de trop vous en dire, parce que je pense que c'est un roman, encore une fois, qui se découvre par lui-même, pas du tout pour les mêmes raisons que Aatea, plutôt parce que il vient dénoncer une réalité. Là, on est clairement dans un monde qui est totalement contemporain du nôtre. On va suivre un jeune homme qui est originaire du Rwanda, mais qui a grandi en France, et il va essayer de partir à la recherche de ses racines au Rwanda, et par ce biais-là, il va redécouvrir l'histoire de son pays. On remonte assez loin dans le temps pour essayer de comprendre les mécanismes politiques qui unissaient le Rwanda avec d'autres pays, notamment le Congo. C'est un roman qui est, vous vous en doutez, très difficile, puisqu'on va repartir sur l'histoire du génocide au Rwanda. Je pense que vous en avez déjà entendu parler parce qu'il a quand même fait grand bruit cette année, il est sorti en poche aussi, donc je n'ai pas forcément besoin d'en dire plus à mon avis. En tout cas, moi c'est un roman que j'ai adoré parce que j'aime tout ce que fait Gaël Faye et parce que j'ai trouvé que celui-là était particulièrement fort, très bien écrit, qu'il relate de manière assez incroyable, des faits qui sont très douloureux pour tout un peuple. Je vais pas m'étendre dessus parce que il fait partie d'une histoire mondiale qu'il est très important à mon sens de comprendre et d'assimiler. Je ne peux que vous le recommander. En plus, encore une fois, lui aussi est sorti en poche, donc vous n'avez pas d'excuses non plus. Ensuite, je vous parle d'un roman que j'ai lu assez récemment, je l'ai lu au mois de novembre. Je le mets là, parce que j'y ai longtemps pensé après l'avoir terminé, j'ai eu beaucoup de mal à me le sortir de la tête. D'ailleurs, j'ai regardé l'adaptation en série télé qui était sortie très peu de temps auparavant. Je pense que je l'ai regardé quelques jours après avoir terminé le roman. Donc j'ai vraiment été imprégnée de l'ambiance de ce roman, je l'ai lu d'une traite, j'étais partie en déplacement pour le travail, et j'avais du coup l'occasion de le dévorer dans les transports. Donc, je vous parle de Désenchanté de Marie Vareille, qui n'a rien à voir avec tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent. Il vient s'inscrire dans ces fameux contemporains que j'ai lus en 2025.
J'ai adoré ce roman. J'ai vraiment adoré ce roman et j'ai également adoré l'adaptation en série télé qui en a été faite sur France 2. C'est un roman que j'ai trouvé extrêmement fort dans les thématiques, qui m'a fait ressentir beaucoup d'émotions. J'étais hyper attachée aux personnages en terminant ce roman. J'ai trouvé que la série télé avait également apporté une petite touche spéciale au livre. C'est une vraie adaptation, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont changé dedans, il y a des ajouts que j'ai trouvé très pertinents, que pour le coup vraiment c'est une super adaptation, j'ai vraiment trouvé ça génial. Dans ce roman on va suivre Fanny, qui revient 20 ans plus tard dans le village dans lequel elle a grandi, parce que sa patronne lui demande d'écrire un article sur la disparition d'une certaine Sarah Leroy, qui a disparu dans cette ville-là 20 ans plus tôt. Sauf que Fanny, finalement, elle est beaucoup plus proche du dossier que ce que sa patronne en sait. Et on va redécouvrir par les yeux de Fanny cette histoire vieille de 20 ans. C'est une histoire, je dirais, principalement de sororité. On va retrouver les amis les plus proches de Sarah, qui se faisaient donc appeler les Désenchantées. C'était un groupe de filles qui étaient un petit peu désenchantées par la vie, qui avait pour slogan cette fameuse chanson de Mylène Farmer. Et on va donc remonter le temps et essayer de comprendre ce qui a pu amener à cette disparition. C'est un roman sublime, voilà, je trouve, sur l'amitié entre femmes notamment, la sororité, qui dénonce aussi une société qui ne protège pas les victimes. Voilà, je vous le recommande, je vous recommande également l'adaptation en série qui est tout aussi bien. Typiquement, ça fait partie de ces romans qui, pour moi, en termes de qualité d'écriture, ne valent pas, par exemple, à Athéa, qui est juste un chef-d'œuvre d'écriture, à mon sens. J'ai pas envie forcément de faire de comparaison dans ce sens-là, parce que en fait, ce roman, sa force, c'est vraiment ses personnages, les émotions qu'il arrive à transmettre. Et c'est là où du coup dans ce classement c'est un petit peu difficile de faire un choix, de mettre un livre plus haut qu'un autre, parce que typiquement celui-là c'est plutôt le côté émotionnel qui a parlé pour qu'il arrive mine de rien à cette 4ème place de mon top de 2025. Et du coup j'ai très envie de lire d'autres romans de Marie Vareille. J'avais lu La Dernière Allumette quelques semaines avant de lire celui-là, qui m'avait plu mais beaucoup moins que celui-là, et j'ai vraiment très très hâte de découvrir autre chose d'elle. On rentre donc dans le top 3, et honnêtement je pensais pas que le livre qui arrive se trouverait dans le top 3, et en faisant mon classement tout à l'heure, et ben il s'est retrouvé dans cette place là, étonnamment. C'est aussi un livre que j'ai lu pendant un déplacement, cette fois-ci au mois d'octobre. En tout cas, ça c'est un roman qui est, alors, contemporain peut-être, un peu peut-être historique, je sais pas si on peut vraiment parler d'historique quand on parle de cette période-là. Ça fait partie de ces romans que j'adore parce qu'ils retracent le XXe siècle. Je suis passionnée par les histoires qui relatent le XXe siècle, parce que le XXe siècle, c'est un siècle dans lequel il s'est quand même déroulé énormément de choses. Quand on regarde la société de 1905 et celle de 1995, clairement, tout a changé. En tout cas, d'un point de vue occidental, dans le monde occidental, et plus précisément là en France, parce qu'on se trouve en France, c'est un siècle qui est fascinant pour l'évolution qu'il a connue. Et donc, Nous traverserons des orages de Anne-Laure Bondou relate, à mon sens, très très bien ce siècle fascinant. Dans ce livre-là, on va suivre une famille sur plusieurs générations, et en particulier, je dirais qu'on va suivre les personnages masculins de cette famille sur plusieurs générations. C'est très important parce que on met l'accent sur les personnages masculins dans la narration, mais ils mettent en valeur les personnages féminins qui les accompagnent, d'une certaine manière. Je trouve ça très intéressant. En tout cas, dans ce roman, et bah, clairement, je me suis lancée dedans et j'ai jamais réussi à m'arrêter. Il va commencer en 1914, en tout cas au début de la Première Guerre mondiale, et en fait, chaque personnage qu'on va suivre va faire partie d'une génération différente de sa famille, et en fait, avec l'évolution de la société, chaque personnage va porter des thèmes, va porter une évolution qui est extrêmement différente de la personne qui l'avait précédé. Notamment les 3 premiers personnages de la famille qu'on va suivre vont être tous marqués par des guerres. Et puis en fait, plus on s'approche de la fin du siècle, plus on va avoir des thématiques, par exemple liées à la cause LGBT notamment, mais pas que, c'est en particulier sur un personnage. On va suivre des portraits de personnages masculins, comme je le disais, qui au fur et à mesure de leur vie vont évidemment traverser des grands événements, et vont être finalement conduits à la fin de leur vie par
leur colère. Et cette colère, elle va être définie par différents critères en fonction des personnages et en fonction de la vie qu'ils mènent, parce que ça ne se présentera pas de la même manière pour le premier qui vit dans les années 1920-1930 avec le dernier qui vit à la fin du siècle ou au début des années 2000. J'ai trouvé ça passionnant, voilà, absolument passionnant. Chaque personnage avait vraiment des choses à nous raconter. Ils ne sont pas tout blanc ou tout noir, ils sont même très très gris, ces personnages. Je vous disais que voilà, ils mettaient en avant cette colère qu'ils les imprègnent au fur et à mesure du récit. Et en fait, il y a des personnages, au début on les suit, on se dit mais non, mais lui il peut pas terminer comme le précédent. Et en fait, bah si, c'est assez insidieux et c'est très très bien raconté, c'est très bien fait. Moi j'ai absolument adoré. Ça reste très orienté sur la société française de ce siècle-là. Évidemment, l'évolution de ce siècle n'était pas la même en fonction des zones géographiques dans le monde. Ça fait clairement partie des romans que j'ai préférés concernant cette thématique-là, cette chronologie du XXe siècle. La première saga que j'avais lue dans ce sens-là, c'était Des Griffes Zoulou de Claude Michelet, que j'ai lu quand j'étais toute petite. Et c'est vraiment le premier roman qui m'a donné la passion de ce genre de récit. Clairement, celui-là en est un digne successeur. Et en plus, il traite de thématiques beaucoup plus contemporaines, de causes dont on ne parlait pas forcément il y a 20, 30, 40 ans. Voilà, j'ai trouvé ça génial, je suis extrêmement contente de l'avoir découvert. J'ai hâte que vous me fassiez des retours sur ce roman parce que vraiment, il est vraiment dans mon cœur. Le top 2 maintenant, c'est assez drôle parce que donc les 2 livres qu'il reste, si vous avez suivi ma vidéo bilan du mois de juillet, vous en avez déjà entendu parler puisque je les ai lus dans la première moitié de l'année. Dans la vidéo du mois de juillet, je vous disais que ma meilleure lecture de l'année, c'était Echo de Marianne LTR. Et en fait là, vous voyez, il est en top 2. Donc finalement, j'ai inversé 2 sagas dans ce top final de l'année, parce qu'avec un petit peu de recul, on va dire que ça se joue vraiment à rien. Mais l'autre saga est encore plus grandiose, encore plus complexe, et m'a laissé en fait plus de souvenirs que celle-ci. Mais celle-ci était quand même exceptionnelle, elle est quand même top 2 de l'année. Donc Echo de Marianne LTR, ça c'est le tome 2, que j'ai lu au mois de septembre, et j'avais lu le tome 1 au mois d'avril. Quand je vous disais que j'avais plus de souvenirs de l'autre saga, typiquement, quand j'ai attaqué ce tome 2, j'étais très contente qu'il y ait un petit résumé au début, parce que le tome 1, j'avais plus tous les détails en tête, clairement, et pourtant c'est un livre que j'ai absolument adoré. Alors que clairement l'autre saga, à mon avis, j'en ai plus de détails encore en tête. Je suis très contente d'avoir découvert cette saga cette année, parce que notamment c'est une saga qui est publiée dans la maison d'édition de Tristan, le compagnon de Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur, et que je suis très contente de voir son évolution dans le monde de l'édition, surtout avec des pépites comme Echo. Echo, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Echo, qui habite dans un monde de fantasy. Le genre peut porter à discussion, mais en tout cas on est dans un monde où il y a à nouveau des castes sociales, ça revient pas mal quand même en fantasy, et ces castes sociales elles sont géographiquement visibles puisque on a vraiment les bas-fonds, et ces bas-fonds sont surplombés par une coupole, une île suspendue on pourrait dire, Pandore, qui elle accueille les classes aisées, ce qui veut dire que du coup les personnes qui habitent dans les bas-fonds, n'ont qu'un soleil artificiel notamment. Echo, elle vient de la ville d'en bas, et elle va se retrouver mêlée à une histoire à laquelle elle aurait préféré, à mon avis, ne pas se retrouver mêlée. En fait, elle va aller faire une opération de maintenance dans l'ascenseur qui relie la ville du bas et la ville du haut, et à partir de ce moment-là, sa vie va basculer, puisqu'elle va se retrouver en possession de quelque chose qui n'est pas tellement censé se trouver en sa possession. Il n'est déjà même pas censé se trouver dans la ville du bas, et encore moins avec elle. Elle se retrouve ciblée par une course-poursuite. Elle va atterrir dans un quartier plus ou moins géré par la mafia de la ville d'en bas, et elle va se lier avec un mafieux qui va l'aider à se sortir de cette situation du mieux qu'il peut, parce que malheureusement elle peut pas vraiment se sortir de la situation dans laquelle elle est. Tout cela est lié à une histoire de joyaux. En fait, il existe plusieurs joyaux, des vraies pierres, qui vont se lier à des humains.
Et à partir du moment où vous devenez un joyau, que vous devenez lié à l'une de ces pierres, vous avez une puissance politique qui est décuplée. Echo va faire la connaissance de plusieurs de ces joyaux dans sa situation, et à partir de là, c'est un petit peu une course contre la montre pour survivre qui s'enclenche. Il y a plein de rebondissements, de trahisons, d'amitié qui se lient. C'est un récit qui va vous briser le cœur probablement, surtout la fin du tome 1. Marianne, on se souvient et on n'oublie pas. Énorme jackpot avec Echo, je la relirai, c'est certain, je ne sais pas quand. Et enfin pour terminer cette fameuse saga dont je vous ai déjà parlé au mois de juillet, là j'ai pris que le tome 2 parce que pourquoi pas, voilà. En tout cas, ma meilleure lecture de l'année 2025, c'est de la fantasy, c'est une trilogie. Et ce n'est autre que La Cité de Jade de Fondali. Ce sont des énormes pavasses et j'ai lu les 3 tomes pratiquement d'affilée au mois de mai-juin. On est dans un world building qui est absolument grandiose, avec des personnages complexes, gris, attachants, tout ce que vous voulez. En fait, au sein de la cité de Janloon, il y a 2 familles, 2 clans qui se battent pour avoir le plus de pouvoir possible, et nous on va suivre une génération de la famille qui est à la tête du clan des Cimes, donc l'un des 2 clans principaux qui se divisent la ville. Et donc on va suivre cette génération de frères et une sœur à travers des décennies entières. Quand on termine le tome 3, ils ont 60 ans, alors qu'au tout début du récit, ils n'en avaient qu'une vingtaine d'années. Bref, c'est un récit majestueux, grandiose, de la fantaisie de très très haute voltige, extrêmement bien écrite, même si je l'ai lu en VF et je pense que j'aimerais bien la relire en VO un jour parce que j'ai vraiment envie de découvrir la plume originelle. C'est des personnages qui vous toucheront, dont vous vous souviendrez très longtemps après. Là encore des émotions. Mon petit cœur n'était pas prêt pour cette trilogie, clairement. Une ambiance de clans qui se déchirent au sein de cette ville, les conflits politiques à l'international, les conflits politiques au sein de l'île de Kekon, où est située cette ville de Janloon, c'est merveilleux. Voilà, c'est absolument merveilleux. J'en ai déjà parlé au mois de juillet, donc je vais pas m'étendre dessus pendant beaucoup plus longtemps, mais vraiment, c'est une trilogie qui vaut carrément le détour. Ils sont tous sortis en poche, donc vous n'avez aucune excuse. Je suis trop contente de l'avoir découverte. C'est peut-être une saga qui pourrait faire peur vu la longueur des tomes, mais vraiment, c'est une énorme dinguerie. Donc lisez cette saga. Et vous n'en sortirez pas indemne, clairement. Il y a aussi un système de magie qui est très intéressant à découvrir. Je vous en dis pas plus. Lisez, foncez. La Cité de Jade, ou plutôt, je crois que c'est Les Os Émeraudes, le titre de la saga. Ça vaut carrément le détour. Je n'ai presque plus de batterie parce que j'ai beaucoup trop parlé, mais je vais vous passer rapidement en revue juste les flops de l'année. Après avoir dit tant de bien de ces 10 lectures, c'est parti pour celles qui m'ont un petit peu moins convaincue cette année. J'en ai listé 5. Alors, je n'ai abandonné aucun livre cette année, donc il n'y a aucune lecture qui m'a été douloureuse et difficile à lire. Mais c'est des livres qui m'ont un petit peu déçue par rapport à ce que j'en attendais. C'est un peu le principe de la déception, Amélie. Parmi les livres que j'avais envie de lire depuis très longtemps et qui m'ont un petit peu déçue, il y a Legends and Lattes de Travis Baldree, que j'ai écouté dans la version originale. Peut-être que la version originale en audio n'a pas aidé parce que l'accent du narrateur, qui est d'ailleurs l'auteur en fait, était très difficile à comprendre et j'ai pas trop réussi à rentrer dans l'ambiance, j'étais pas du tout dedans. Vraiment, c'était une catastrophe. Je pense que c'est pas un mauvais livre, mais j'étais pas du tout dedans. Ensuite, toujours en anglais, j'ai découvert le tome 2 de The Sunbury Trials de Aidan Thomas, qui s'appelle Celestial Monsters. Et un petit peu comme le tome 1 finalement, je crois que je me suis un petit peu fourvoyée quand j'ai lu le tome 1, et en fait je l'ai pas autant aimé que ce que j'avais envie de l'aimer. Je l'ai relu pour attaquer le tome 2, et même si j'ai un petit peu plus apprécié à ma deuxième lecture, c'est pas un livre qui m'aura parfaitement marqué. Et le tome 2, c'était un peu long pour pas grand chose, j'ai trouvé qu'il y avait pas beaucoup d'enjeux, et j'étais assez déçue à la fin de ma lecture. C'est dommage parce que c'est vraiment un récit qui aurait pu me plaire avec une mythologie très intéressante, mais ça ne l'a pas forcément fait jusqu'au bout. Toujours en anglais en audio, j'ai écouté If This Gets Out de Sophie Gonzalez et Katie Trish, je crois. J'avais adoré Only Mostly Devastated de Sophie Gonzalez, et là, ça l'a pas trop fait. Je l'ai lu jusqu'au bout, mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel. On suit des garçons dans un groupe
très connu, un boys band très connu, et en fait deux garçons de ce groupe vont tomber amoureux. Donc c'est un petit peu toute la gestion de la célébrité, de l'homophobie, ce genre de choses, très intéressant en termes de thématique, mais ça m'a pas complètement convaincue pour être tout à fait honnête. Ensuite il y a Sweet Home de Nancy Gilbert, que j'ai pas du tout réussi à rentrer dedans. Encore une fois, j'ai lu jusqu'au bout, je trouve qu'il y a des thématiques intéressantes, notamment un contexte historique assez intéressant. Et pour terminer, une biologie que j'ai lue très récemment, qui m'a un petit peu embêtée au bout d'un moment, c'était The Perfect Match et The Perfect Love de Lila Mars. Insupportable comme les personnages répétaient le prénom de la personne en face d'eux dans toutes les discussions. Je n'en pouvais plus. C'est quand même une biologie que j'ai lue d'une traite, que j'ai terminée, donc ça n'a pas été complètement la catastrophe. J'avais vraiment beaucoup de mal avec l'écriture, et les personnages, des fois, j'avais vraiment envie de les secouer dans tous les sens. Donc voilà, on va dire que dans les lectures qui m'ont un petit peu déçue cette année, je vais retenir ces 5 là. Je vais vous laisser parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je parle, c'était pas prévu que je parle autant. Je vais retourner à ma romance de Noël, parce que je suis en train de lire une romance de Noël alors que je ne le fais jamais, mais celle-ci est dans ma pile à lire depuis 2021, il était vraiment temps que je la sorte, et on est dans la période parfaite. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos meilleures lectures de 2025. N'hésitez pas à me dire aussi si certains des livres que j'ai présentés aujourd'hui vous tentent ou que vous les avez déjà lus. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous retrouve en 2026 pour de nouvelles vidéos. Bye!